D'abord, je voudrais vous dire que c'est un grand plaisir pour moi d'être de nouveau ici à Lugano. Je viens souvent à Lugano, je dois dire, parce que je trouve que cette région a quelques affinités avec la mienne. Et en fait, je retrouve des ambiances ici qui sont des ambiances que je connais bien de la Suisse romande. Et voilà, c'est pour moi agréable de partager avec mes collègues ici ces quelques sentiments. Je crois, mesdames et messieurs, qu'on est tous fatigués de ce no-bilag. Donc ce soir, en tout cas moi je suis fatigué. Donc ce soir je ne vais pas vous parler de no-bilag, pas du tout. Je vais essayer de vous raconter au fond brièvement quelle est ma vision à moi du service public, comment ça marche. Parce que ce qui est tout à fait étonnant dans ces discussions énormes que nous avons depuis des mois et des mois, c'est qu'au fond on parle du périmètre, on parle du financement, on parle de l'attitude, on parle de la relation avec les acteurs privés, avec les télévisions, avec les radios, avec la presse écrite. Tout ça, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais comment ça marche, le service public, vraiment ? C'est quoi la mécanique fine ? C'est quoi l'alchimie du service public ? Ça, au fond, on en parle assez peu. Et quand je discute avec les acteurs politiques, quand je discute avec la presse écrite, même parfois avec les journalistes, au fond, je me rends compte que la connaissance du service public, de la machine, de la tuyauterie, comment ça fonctionne, c'est pas tellement sur la table. Voilà. Alors c'est vrai, Alessio, moi il y a quelques temps, j'ai écrit un assez long, j'ai fait un travail là-dessus en disant, mais au fond, si on devait raconter le service public, comment est-ce qu'on ferait pour raconter cette étrange machinerie qu'est le service public ? Comment on ferait ça ? Alors je suis allé voir mes collègues dans toute l'Europe, qui ont aussi des services publics différents des nôtres. Et voilà, j'ai comparé, j'ai regardé, j'ai examiné au fond où sont les points communs. Qu'est-ce qui fait que finalement on est ou pas dans une logique audiovisuelle de service public ? Alors c'est ça que je vais vous raconter ce soir. Je vais vous décrire au fond un paysage de service public, un paysage audiovisuel, et puis je vais vous donner des exemples très concrets qui font référence à ce que nous vivons ici en Suisse. Alors, quand on parle de service public, voilà, on commence par se dire, au fond, il y a deux aspects fondamentaux qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre, qui vont toujours ensemble, qui sont absolument comme un couple infatigable. Il y en a. D'un côté, évidemment, c'est ce que nous proposons, c'est le programme, c'est la raison d'être, c'est la fabrication de l'offre, c'est ce qui nous distingue des autres, etc. C'est vraiment l'offre programmatique. Et puis l'autre jambe fondamentale, quand on réfléchit à tout ça, c'est vous, c'est le public, c'est les audiences, c'est à qui on s'adresse. Et vous allez voir qu'en fait, dans ces deux mondes, dans ces deux grandes divisions de la question, de la problématique, il y a beaucoup, au fond, de proximité, de relations. Et ce que j'aimerais vous dire là, à ce stade, c'est que déjà, la première des relations, c'est que quand on parle de l'offre de public de service public, de l'offre de programme de service public, on ne peut pas imaginer qu'elle n'est pas généraliste. La particularité du service public, c'est qu'il couvre les différents domaines d'intérêt. Il ne considère pas qu'il y a des domaines qui sont inintéressants, qui ne sont pas assez rentables, qui sont trop pointus. Au fond, le service public, par nature, par vocation, il est généraliste. Il s'adresse, au fond, il s'intéresse à l'ensemble des thématiques. Il le fait à sa manière, c'est pas toujours parfait, pas toujours génial, mais disons, il a comme vocation fondamentale de couvrir les différents champs d'intérêt et de thématiques. Et puis, si on pense au public maintenant, eh bien, le service public, lui, il n'a pas le droit de choisir son public. Moi, je ne vais pas, quand je m'occupais de la RTS, par exemple, en Suisse romande, je ne me disais pas, bon, finalement, je vais pointer un peu plus là et un peu moins là, parce que ce public-là est un peu moins intéressant que celui-là, un peu trop jeune, un peu trop vieux, un peu trop riche, un peu trop pauvre, je ne sais quoi. Non. Le service public, il doit vraiment, sincèrement, réellement, au fond, s'adresser à tout le monde. Donc c'est déjà rien que ces deux petits paramètres de base, couvrir l'ensemble du champ de programme et s'adresser à tout le monde, c'est déjà quelque chose qui caractérise au fond une offre de service public par rapport à un acteur privé, et c'est très légitime que les acteurs privés fassent autrement, mais l'acteur privé, qu'il soit d'ailleurs dans la presse écrite ou à la télévision ou à la radio, lui, il choisit ses contenus en fonction du public qu'il veut viser.
Et ça change tout. Ça change tout. Alors, l'universalité des publics, eh ben, chez nous, c'est l'idée de se dire, dans toutes les tranches d'âge, chez les jeunes, chez les gens un peu plus mûrs, comme on dit, poliment, dans toutes les catégories de la population, on doit avoir quelque chose à proposer. Donc on doit être présent là, on doit, disons, d'une certaine manière, considérer que nous sommes pertinents dans les différentes tranches d'âge. Et moi, un de mes grands indicateurs de succès, c'est pas tellement finalement la valeur absolue, c'est pas tellement le nombre de milliers, c'est pas tellement ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être correctement réparti dans les différentes tranches d'âge. Alors, c'est sûr qu'on a quelques efforts à fournir quand on est service public, en particulier pour rester connecté avec les jeunes. C'est toujours compliqué quand on est généraliste. Mais c'est très important de garder en tête, quand on s'adresse à ce vaste public, qu'au fond, tous les publics sont légitimes. Tous les publics sont légitimes. Et de ce point de vue-là, vraiment, la ventilation est très importante. Et de la même manière, lorsque l'on s'intéresse à la problématique des thèmes, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a un thème qui, finalement, est illégitime. On peut s'interroger sur la façon dont on le couvre. On peut se demander si on fait ça de manière suffisamment différente de ce que font, par exemple, des acteurs privés qui ont d'autres objectifs. Mais la thématique elle-même doit être couverte. Alors, vous voyez, par exemple, si on prend l'ensemble des télévisions de la SSR, si on prend l'ensemble des télévisions, toutes confondues, ici, la RSI, mais aussi en Suisse romande, en Suisse alémanique, eh bien, nous avons à peu près 34% du volume de notre diffusion qui est lié à de l'information. Nous avons à peu près 22% de notre volume qui est lié à des films ou à des séries, de la fiction, le monde imaginaire. Nous avons à peu près 13% qui est lié à la culture et à la formation, qui est aussi un mandat important pour nous, 12% pour le sport et 4% pour le divertissement. Alors bien sûr, il y a des jauges différentes, selon que l'on soit dans une logique de service public ou pas. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de balayer l'ensemble du spectre. Alors ici, on a déjà une belle concordance. Universalité des thèmes, universalité des publics, ça, ce sont vraiment les deux piliers fondamentaux d'une activité audiovisuelle de service public, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Quel que soit le pays. Mais cette mécanique-là, ce moteur, si vous voulez, il marche quand il est alimenté. Il est alimenté par 4 éléments qui tournent les uns avec les autres, que l'on retrouve dans tous les pays du monde qui ont un service public. Premier élément qui est évidemment tout à fait important, en particulier chez nous, c'est la problématique de la diversité culturelle, et nous en particulier de la diversité linguistique. Un service public, mesdames et messieurs, il doit être capable de garantir ça. Le service public n'a pas vocation à rassembler tout dans un tuyau, au fond insipide, qui aurait la même saveur, quelle que soit finalement la région dans laquelle il est. Non. Je pense que ce service public, il doit respecter la diversité. On ne fait pas ici la même télévision qu'à Genève ou qu'à Zurich, et c'est légitime. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons du succès en Suisse, en fait. C'est parce que nous avons une organisation décentralisée. Les professionnels qui travaillent sur ces programmes de radio, de télévision ou ces programmes digitaux, eh bien, ils le font compte tenu de la sensibilité culturelle qui se joue dans leur propre région, qui se joue autour d'eux. Si vous comparez le téléjournal de la RSI avec le 1930 de la RTS et avec le Tagesschau de la SRF, vous êtes dans des univers de référence qui sont complètement différents. Et pourtant, on est dans le même pays, et pourtant, on parle souvent des mêmes choses. Mais avec des angles différents, avec des textures différentes, avec des narrations différentes, avec des programmations différentes aussi. Donc, premier mandat fondamental de ce moteur, la diversité culturelle doit être alimentée, encouragée dans une logique de service public. La deuxième dimension qui est très importante, c'est évidemment la singularité, c'est-à-dire donc la spécificité de l'offre publique par rapport à des offres privées. Là, moi j'ai une vision assez claire pour aujourd'hui et pour la suite. Je pense que la légitimité d'un service public, c'est sa capacité à se distinguer. C'est le fait qu'on propose des choses qu'on ne retrouve pas partout ailleurs. Alors c'est pas seulement thématique, c'est aussi la façon de le faire, c'est l'approche, c'est l'intention, c'est au fond ce qui fait que nous sommes originaux.
Et on a des indicateurs pour mesurer ça. On peut se demander, par exemple, quelle est la part dans notre budget que l'on investit dans la production originale. On peut se demander quelle est la part de diffusion originale. Première diffusion, rediffusion. On peut suivre tout ça. Mais voyez-vous, ce qui est important, c'est que l'essentiel de l'effort, l'essentiel des moyens, et c'est tellement justifié d'ailleurs, doit se retrouver dans ce que nous offrons au public, c'est-à-dire dans l'output, dans l'offre de programme. Et cette offre de programme, c'est la production originale. Alors je ne dis pas qu'on doit la faire toujours tout seul. Moi je suis très partisan de la coproduction, y compris d'ailleurs dans les régions, quand c'est possible, quand il y a un marché. Les marchés sont différents selon que l'on soit à Zurich, à Lugano ou à Genève. Mais voilà, si on prend l'exemple d'un domaine de programme que je pense que nous devrions soutenir un peu plus qu'aujourd'hui, c'est celui de la fiction. Eh bien, la fiction, ce n'est pas les chaînes de la SSR qui la fabriquent toutes seules. La fiction, elle se fabrique avec des producteurs indépendants, des équipes indépendantes, qui amènent leur savoir-faire, leurs idées, qui chahutent un peu les nôtres, et ça fait du bien. Et donc là, je pense que dans ce domaine, par exemple, nous pouvons augmenter la production originale suisse tout en travaillant avec des gens qui se situent à l'extérieur de nos entreprises, mais qui, au fond, ont la même intention. Et donc ça, c'est la deuxième dimension fondamentale. Nous sommes, au fond, et c'est très bien comme ça, contraints de dépenser le maximum possible de notre moyen, de nos moyens, dans de la production originale suisse. C'est là où se situe la deuxième légitimité fondamentale. La troisième, elle est très compliquée. Elle est très compliquée et je pense que les services publics qui ont du succès sont des services publics qui ont réussi à trouver le bon équilibre. D'un côté, nous devons être ancrés très profondément dans nos régions. La RSI doit s'intéresser de manière vraiment tout à fait indiscutable à la réalité sociologique, culturelle, politique, économique de la Suisse italienne. De la Suisse italienne au sens large, pas seulement ici, mais de la Suisse italienne, des gens qui parlent italien et qui sont présents dans le pays. Alors elle doit le faire, comme la RTS doit le faire en Suisse romande, comme la SRF doit le faire en Suisse alémanique. On doit être proche de ce public. Puis en même temps, on ne peut absolument pas se limiter à une logique de réduit, à une logique de repli. Donc ça veut dire qu'on doit aussi s'intéresser aux autres. On doit s'intéresser d'abord aux autres régions linguistiques. Là, je pense que nous avons encore des marges de progression dans cette capacité, au fond, de reproposer des programmes, de s'intéresser à ce qui se passe dans les autres secteurs du pays. Mais on doit aussi s'intéresser à ce qui se passe dans le monde, mais avec une perspective, avec un regard qui est un regard suisse. Et vous savez, quand on compare, disons, les journaux d'information, quand on compare les reportages des différentes chaînes, eh bien, je vous assure que nous avons une façon de raconter le monde qui n'est pas la même selon qu'on le raconte depuis Paris, depuis Lugano peut-être, ou depuis Zurich, ou depuis Genève, ou encore depuis Berlin. On a une autre lunette, un autre regard. Et je pense très important pour un petit pays qu'il puisse garder sa capacité à raconter le monde à sa manière, avec son agenda, avec sa musique. Alors, l'équilibre, il est subtil. Qu'est-ce qu'on fait entre l'ouverture et l'ancrage, entre le global et le local ? Eh bien voilà, c'est un dosage très fin qui appartient aux rédactions, aux responsables des programmes et notamment de l'information. Il faut arriver à cet équilibre, il est très important. Et puis la dernière pièce de ce moteur central, si j'ose dire, eh bien, c'est la capacité de coexistence. Alors moi je dis toujours, mesdames et messieurs, que le principal produit d'exportation de la Suisse devrait être sa capacité à coexister. Tout est réuni dans ce pays pour qu'on s'engueule tout le temps. On ne parle pas la même langue, on vit dans des villes, dans des montagnes, on a des cultures différentes, on a des religions différentes, on a des réalités sociologiques complètement différentes. C'est vraiment spectaculaire. Et moi, je vous parle maintenant comme roman qui vient de s'installer à Berne. Je peux vous dire que c'est une expérience. Bon, je viens souvent ici à Lugano, c'est encore autre chose. Et puis Lugano, c'est pas Locarno, puis Locarno, c'est pas Bellinzone. On sait tout ça. Bon. Mais il se trouve que malgré tout, en Suisse, on arrive à coexister. Plutôt bien. Quand on voit le nombre de pays, de régions proches de nous, je pense par exemple à la Corse aujourd'hui avec Macron, je pense à la Catalogne hier avec cette invraisemblable histoire de l'autonomie catalane. Bon, quand on voit ça et qu'on regarde ce qui se passe en Suisse, on se dit il y a en Suisse un savoir-faire de la coexistence. Et je pense que ce savoir-faire, il repose sur une intention qui est celle finalement qui nous réunit. Nous sommes un peu meilleurs ensemble que divisés. Parce qu'on est tellement petits qu'on a besoin d'être ensemble. Et pour être ensemble, il faut qu'on ait 2-3 ingrédients.
2, 3 choses qui, comme on dit en français, nouent la gerbe. On respecte les tiges différentes, mais à la fin, on a un bouquet. Alors moi, je pense que le service public, c'est une façon de nouer la gerbe. On n'est pas les seuls à faire ça, hein. Il ne faut pas non plus faut pas aller trop loin dans ces choses-là. Mais je pense qu'on joue un rôle important pour rassembler les gens et leur donner le sentiment, et un sentiment vécu, qu'ils appartiennent à une même réalité culturelle, même si celle-ci, elle est vraiment composée de choses extrêmement différentes les unes des autres. Et puis, quand on parle d'intégration dans un pays, le service public, c'est pas seulement d'intégrer ceux qui viennent dans ce pays, mais c'est aussi de penser aux différentes minorités qui sont dans le pays. Là, par exemple, nous avons, nous, des responsabilités importantes dans le domaine de l'accompagnement pour les personnes qui sont sourdes et malentendantes. On doit donner une accessibilité à nos programmes. On doit faire en sorte que les gens qui sont un peu à la marge puissent recoller à la société. On doit s'intéresser, on doit en parler, vous voyez. Et je pense que cette idée, au fond, de rassembler des gens ensemble, hein, de les faire vivre ensemble, de leur donner le sentiment qu'ils ont quelque chose en commun, même s'ils sont très différents les uns des autres, eh ben c'est une tâche importante. Et je pense qu'à l'avenir, enfin moi je suis très attaché au fédéralisme, et je suis très attaché à notre modèle tellement invraisemblable, hein, tellement original, cette fameuse clé Helvetia, la Helvetia Schlüssel, hein, qui dit que, en gros, pour résumer, 73% des ressources du service public suisse sont générées par la Suisse alémanique, qui n'en garde que le 43%. On a à peu près 22-23% des ressources générées en Suisse romande qui reçoit 33%. Et puis alors vous, hein, banco, vous générez 4% et vous recevez 22%. Et tant mieux. Et il faut se battre pour ça, parce qu'au-delà de l'argent, au-delà des moyens, ce qui est important, c'est l'idée qu'il y a derrière. Et cette idée, qui doit être une idée au cœur du service public, c'est qu'en fait, il n'y a pas de citoyens de deuxième classe médiatique. On doit tous avoir finalement droit à la même classe, quoi. Bon. Donc on doit avoir un bon téléjournal ici, en Suisse italienne aussi. Et puis on doit avoir la capacité de montrer des retransmissions sportives, des films, etc. Voilà. Et cette idée-là n'a absolument rien à voir avec la rentabilité. Il faut parler franchement, ce n'est pas un exercice qui peut se percevoir, se projeter dans une logique de marché. Le marché, encore une fois, est parfaitement légitime, mais il obéit à d'autres règles. Ce que je vous dis là, je l'ai retrouvé à chaque fois dans tous les services publics que j'ai observés dans toute l'Europe. Pour autant, ce n'est pas que théorique, cela se joue sur des vraies réalités. On a des réalités économiques et puis on a des réalités programmatiques. Ce moteur qui tourne, hein, et qui alimente finalement ce service public, tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'on peut le rêver, eh bien, il a des traductions très concrètes. Par exemple, sur le plan socio-économique, nous devons avoir des résultats. Ce n'est pas parce qu'on est un service public que finalement on se moque complètement de savoir si nos programmes sont appréciés. Non. Ce n'est pas le seul critère, bien sûr que ce n'est pas le seul critère, mais quand même, c'est un indicateur de légitimité. Donc il faut qu'on se demande, qu'est-ce qui se passe avec la population? Quels sont les liens? Pour ça, on a différents outils. On a des outils, par exemple, qui mesurent les audiences, plutôt quantitatifs. Par exemple, en Suisse, aujourd'hui, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais je le redis parce que c'est quand même un chiffre assez spectaculaire, la pénétration hebdomadaire, donc le nombre de gens qui sont en contact avec un de nos programmes, d'une manière ou d'une autre, par semaine, pendant au moins 15 minutes consécutives, donc ce n'est pas par hasard, eh bien c'est 94%. 94% des Suisses sont en contact une fois par semaine, au moins, avec un programme qui est fabriqué par le service public. Nous avons des parts de marché aussi qu'on peut surveiller, on peut regarder. En gros, en télévision, on est à peu près sur 33% de parts de marché entre 18h et 23h. 33% des gens qui regardent la télévision regardent une chaîne de la SSR. Bon, c'est pas mal, c'est pas nord-coréen du tout, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Si on compare avec d'autres opérateurs à l'étranger, ils sont assez jaloux de nos performances. Si on prend la radio, alors là, on se rapproche de la Corée, justement, parce que la radio, c'est entre 55 et 60. Hein. Ça commence à devenir vraiment très, 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 très significatif. Et puis, on a encore des gens qui regardent nos programmes et on peut les mesurer sur les plateformes digitales et ça vient s'additionner. Ça ne se fait pas au détriment, ça s'additionne. Alors, vous comprenez, moi, je ne regarde pas ces données quantitatives comme une fin en soi. Je les regarde comme étant un indicateur de légitimité. Et puis, je dois vous dire ici que, par exemple, sur le plan de la performance pure, eh bien, votre radio-télévision ici, en Suisse italienne, elle est vraiment très solide. Elle est même devant la Suisse romande, par exemple. Elle a une relation de proximité plus grande encore avec son public.
Alors on ne le dit pas toujours, hein, mais disons, c'est pas si facile que ça. Vous avez aussi à lutter contre ici des chaînes qui nous arrivent d'Italie. Le service public italien, la RAI, ils ont un budget de 3 milliards d'euros pour une seule langue. C'est assez loin du budget de la RSI, disons, pour dire les choses simplement. Les Français, ils ont un budget de 4 milliards d'euros, contre la RTS, c'est aussi beaucoup plus grand. Et puis alors les Allemands, ils travaillent sur un budget que le service public de presque 9 milliards. Hein. Je rappelle que la SSR dans son ensemble, c'est 1,6 milliard pour 4 langues. Alors, je sais bien qu'on est toujours le gros et le petit de quelqu'un. Hein. Donc évidemment que quand on se compare à des acteurs suisses, nous sommes gros, puissants, et parfois les gens trouvent qu'on est trop puissant. On peut discuter de ça. Mais quand on a l'honnêteté intellectuelle de se comparer avec des vrais concurrents, c'est-à-dire avec des gens qui font le même travail que nous, qui ont le même mandat, alors on va se comparer avec des services publics européens. Et là, disons, franchement, moi je suis disposé à toute forme de benchmark, parce que je pense que le service public suisse a vraiment une bonne efficience, une bonne qualité. Mais je reviens à cette question de lien avec la population. J'ai récemment eu des discussions avec Milena, par exemple, et je lui disais, Milena, c'est pas parce qu'un public consomme qu'il aime. Il y a une différence entre la consommation et l'adhésion. L'adhésion repose aussi sur d'autres choses, sur des choses qui relèvent de la projection. J'ai pas forcément regardé, mais j'apprécie beaucoup ça. Il y a des gens qui ont des projections, des attributions d'images sur des programmes, sur des chaînes, sur des gens, sans pour autant être constamment à les suivre. À l'inverse, il y a des gens qui regardent massivement des choses qu'ils ne diront jamais aimer. C'est complexe, hein, c'est subtil ces relations-là. Alors il faut bien considérer que la dimension quantitative, c'est une composante, c'est pas la seule. Là encore, c'est une différence importante avec les acteurs privés. Quand on est un acteur privé qui doit absolument trouver de la publicité pour vivre, eh bien, évidemment que la dimension quantitative, elle est absolument déterminante, puisque c'est celle qui fixe précisément la recette. Mais quand on est un acteur public, ça ne suffit pas de se dire qu'on doit avoir du succès. C'est bien, mais ce n'est qu'un élément. Il y a aussi l'autre aspect, l'aspect plus qualitatif, l'aspect plus de réputation, d'attribution d'image. Et là, eh bien, c'est une relation lente qui se construit sur la durée, qui bouge de manière très subtile. On ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, quand on est service public, arrêter un truc, recommencer à zéro, et puis voilà, tout va bien. Non, ça prend du temps, c'est une relation qui se travaille vraiment de manière très fine, et qui est tellement précieuse. Et c'est pour ça qu'on se bat, vous savez, aussi en ce moment, parce que on a quand même 50 ans d'histoire avec ce pays, une histoire vraiment très, très étroite, très dense. Quand on regarde nos archives, on a l'impression de revoir le fil de notre vie, hein, tous autant que nous sommes. Eh bien, cette histoire-là, elle a été patiemment construite, petit bout par petit bout, et il ne faut pas pulvériser ça. Parce que si on pulvérise ça, on pulvérise une partie de l'identité même des gens de ce pays, et je pense que c'est quelque chose de trop précieux pour, au fond, jeter ça comme ça, simplement sur l'aune du néolibéralisme. Tout ne s'achète pas, il y a des choses qui se travaillent un peu dans la durée. Voilà. Mais en même temps, bien évidemment, un service public, il doit aussi faire la preuve de son efficience. Nous avons de l'argent public. C'est normal de rendre des comptes. C'est normal d'être interpellé. C'est normal de devoir s'expliquer. Je n'ai pas de problème avec ça. Je défends l'indépendance de la programmation, l'indépendance de la fabrication journalistique. Là-dessus, on doit pouvoir travailler de manière libre, mais sur l'entreprise, sur la gestion, sur les coûts, sur l'efficience, alors là, il faut absolument être transparent. Et nous avons évidemment le mandat d'essayer de mettre le moins possible de ces dépenses dans des frais qui sont des frais qui ne retournent pas directement sur le public. Le public, il met de l'argent dans le service public. Et donc, il doit retrouver son argent à travers du programme qu'il apprécie. Point. C'est aussi simple que ça. Évidemment qu'on a besoin, pour faire ça, d'avoir un certain nombre d'infrastructures, bien sûr. On a besoin d'avoir aussi des gens qui sont compétents dans le domaine juridique, dans le domaine des finances, dans le domaine des ressources humaines. Tout ça est évidemment bien logique. Mais le cœur de l'activité n'est pas là. Le cœur de l'activité, et ce sur quoi on doit vraiment investir le plus, évidemment, c'est le retour au public. Aujourd'hui, il y a en moyenne en Suisse à la SSR à peu près 7 à 8% de frais administratifs. C'est correct. C'est pas fantastique, c'est correct. Il y a des unités d'entreprise qui en ont un peu moins, c'est le cas je crois de la RSI, il y en a qui en ont un peu plus, ça dépend aussi de l'activité. Mais cette idée au fond de contenir les frais administratifs, de contenir les frais d'infrastructure, je pense
est une stratégie qui doit prendre plus de place encore dans les services publics, parce qu'au fond, les moyens sont de plus en plus rares. Et donc, il faut vraiment les utiliser de manière de plus en plus précise. Et nous devons rendre des comptes là-dessus. Et moi, je pense qu'on doit, sur cette question-là, fonctionner comme une entreprise privée. On doit examiner nos coûts. Et on doit être capable de prendre des mesures assez dures quand les coûts dérapent. C'est pas facile, encore une fois, je ne dis pas que les solutions sont comme ça, là, sous les sabots d'un cheval, mais je ressens ici une certaine responsabilité par rapport à cette population avec qui on est en relation. Du côté du programme, les choses concrètes, c'est quoi? C'est par exemple cette question de l'accessibilité. On ne peut pas imaginer, nous, que nos programmes ne soient disponibles que sous certaines conditions, si on a payé le 25e, 1000e abonnement, ou que sais-je. Non, on doit garantir que les programmes sont disponibles. On doit le garantir à travers, par exemple, une distribution satellitaire ou une distribution terrestre. On doit garantir ça. On doit faire en sorte que les gens puissent facilement connecter nos offres de programmes, maintenant avec les médias interactifs, déposer leur point de vue, dans un espace qui soit un espace sécurisé. Je pense que la relation de confiance qu'il y a entre un service public et son public, ça passe aussi dans ce nouveau monde digital. On ne peut pas imaginer qu'on se comporte comme un acteur privé pur. On doit garantir aux gens que lorsqu'ils déposent des informations chez nous, elles seront traitées de manière correcte. Et que les gens pourront en tout temps dire « oui, je veux qu'on utilise ça pour me donner des informations supplémentaires, des services, ou bien non, je ne veux pas. Ou bien je veux effacer. » Vous voyez, ces questions-là, c'est toute cette politique autour de la donnée, qui est un sujet de société majeur, qui va grandir dans nos démocraties, bien évidemment. Ça va devenir un thème absolument prioritaire. Je pense qu'ici, le service public aussi doit jouer un rôle particulier. Si quelqu'un me met sur une plateforme de la SSR des informations sur ses goûts, ce qu'il aime, écouter, regarder, il faut qu'il soit sûr que si j'utilise ça, c'est dans son intérêt. Point. Et si on fait quelque chose d'autre avec ces données, il doit l'avoir accepté. C'est une question aussi de politique, de politique de confiance avec le public. Alors moi, je pense qu'il y a ici, là, des enjeux vraiment importants. Je suis également administrateur d'une autre télévision qui s'appelle TV5 Monde, qui a été, il y a quelques années, l'objet d'un hacking absolument inouï, où des hackers ont déposé un malware, un ver, si vous voulez, et puis ils ont pris le contrôle de l'antenne, et puis ils ont commencé à répandre des choses complètement, sans aucune relation avec TV5 Monde. Bon, on a remonté le fil, on sait que c'était des Russes qui travaillaient pour certains pays du Proche-Orient, bref, c'était vraiment une affaire compliquée. Mais le service public, là, il n'a pas réussi à sécuriser. Il n'a pas réussi à sécuriser son antenne. Ça, c'est le plus grave. Nous, quand on travaille, vous savez, dans nos différentes chaînes de radio-télévision, le pire, c'est l'écran noir. Le pire, c'est la perte de contrôle de la distribution. Ça, c'est le pire. Tout peut arriver, tout peut brûler, mais l'écran doit tenir. Ou le son doit être garanti. Et quand on est une chaîne de télévision et qu'on se fait pirater comme ça, de manière très organisée, et qu'on perd le contrôle de la diffusion, c'est vraiment un truc catastrophique, quoi. Alors je pense qu'ici, quand on est un acteur public, on doit être capable de sécuriser ce genre de choses. Et puis, il y a aussi quand même un certain nombre d'exigences propres à notre mandat, je pense. Des exigences qui se jouent évidemment sur les contenus. Alors ici, j'aimerais vous dire ma vision simple. Je suis très prudent, moi, avec ces grandes déclarations sur la qualité. Je ne sais pas, au fond, qui peut véritablement définir la qualité. Est-ce que la qualité est vraiment définissable? Je me pose aussi cette question. Mais ce qu'on peut définir, c'est l'intention. C'est quelle est l'intention journalistique, programmatique? Est-ce qu'elle est clean ou pas? Est-ce qu'on travaille de manière propre ou pas? Est-ce qu'on essaye de proposer des informations correctes, équilibrées ou pas? Cette dimension-là peut se mesurer. Et je pense que nous avons ici une exigence importante à respecter, ce qui est celle de présenter une société comme elle est, avec ses forces, avec ses faiblesses. Et là, on ne fait pas non plus toujours tout juste, bien sûr qu'on ne fait pas tout juste. Mais quand on ne fait pas juste, on doit être capable de corriger. C'est aussi une responsabilité publique. Et je pense que le public va devenir de plus en plus exigeant avec ça. Parce que précisément, le monde digital connecté qui nous entoure est un monde qui est tellement soumis à tous les vents furieux de la bêtise que si on a un financement public, alors il faut quand même bien faire le boulot, quoi. C'est vraiment important. Et puis quand on parle de contenu, j'aimerais aussi dire un mot sur une autre exigence qu'on a souvent un peu tendance à oublier, c'est la production elle-même, l'outil technique, la qualité de la narration, la qualité de la réalisation. Vous savez, nous avons en ce moment, par exemple, des équipes en Corée pour les Jeux Olympiques. Est-ce que vous savez, par exemple, que le comité olympique a demandé à la SSR de produire toutes les épreuves de ski alpin?
Ce sont nos cars. Il y a des collègues ici de la RSI, de la RTS, de SRF qui ont pris leurs habits de ski, leur matériel, etc., qui ont mis leurs camions sur des bateaux, qui sont allés en Corée, puis qui ont été tout installés sur les pistes, etc., pour câbler les épreuves afin de pouvoir faire un signal international. Pourquoi le CIO nous a donné ce mandat? Parce que dans ce pays, il y a du savoir-faire. Il y a du savoir-faire. Ça fait des années qu'on fait ces productions. Ça fait des années qu'on essaie de s'améliorer. Et un petit pays quand même, comme le nôtre, hein, qui, disons, à l'échelle internationale, ne pèse pas grand-chose du point de vue de ses moyens, qui est capable d'aller fabriquer un signal international qui va être distribué dans tous les États-Unis, dans toute l'Asie, dans toute l'Europe, eh ben, c'est quand même un motif de fierté, vous voyez. On a un peu de peine en Suisse hein, à se célébrer soi-même. On est toujours un peu dans la retenue. Hein. Je vous rappelle cette fameuse célèbre phrase de Ben qui disait que la Suisse n'existe pas. C'est tellement emblématique parfois de ce qu'on ressent. Eh bien non, moi je pense que de temps en temps, il faut être un peu fier de ce qu'on fait. Quand on fabrique des bons programmes, ou quand on a une capacité qui est reconnue, notamment par d'autres, il faut aussi l'accepter. De temps en temps, il faut aussi se dire « ouais, c'était bien ». Alors là, en l'occurrence, nos équipes qui sont en Corée, elles vont travailler pour le monde entier, et je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la Suisse. Et puis enfin, dernier élément que j'aimerais signaler ici, qui est très important aussi du point de vue de l'exigence, c'est la programmation. Ce n'est pas un hasard de proposer un programme à ce moment plutôt qu'à celui-ci. Il y a une réflexion. Il y a une réflexion qui est liée au contexte culturel, qui est liée à la concurrence dans le marché, qui est liée aux habitudes des gens. C'est pas pour rien que le téléjournal ici n'est pas exactement à la même heure que ses deux autres confrères à Zurich ou à Genève. Et puis la programmation devient de plus en plus complexe parce qu'elle est d'un côté linéaire, verticale, on fixe rendez-vous, on contraint, et puis d'un autre côté, elle est complètement ouverte, elle est complètement disponible, puisque maintenant, nous pouvons reproposer à l'infini. Alors la programmation ne doit plus se penser simplement dans une logique comme ça de continuité, elle doit se penser dans une logique de réexposition. Qu'est-ce qu'on met en avant dans une plateforme? Comment est-ce qu'on propose d'aller plutôt là que là? Comment est-ce qu'on fait le lien entre ce programme et celui-ci? Comment est-ce qu'on passe d'un monde linéaire, vertical, autoritaire, contraignant, à un monde transversal, ouvert, mobile et souple? Ça, c'est le défi qui nous attend. Et c'est dans cette direction qu'on doit organiser aussi la mise à disposition des contenus du service public. J'accélère, bien sûr. Je sens une certaine pression sur ma gauche. Si nous arrivons à faire ça, mesdames et messieurs, si nous arrivons à faire ça, si un service public arrive à faire ça correctement, je dis bien, encore une fois, impossible d'être parfait toujours, hein, impossible. Mais si c'est ça qui nous anime, si c'est cette mécanique qu'on arrive à faire tourner à peu près correctement, dans un pays si compliqué comme le nôtre, avec toutes ces langues et toutes ces cultures, alors, et seulement alors, on peut sans doute espérer, au fond, garantir cette légitimité et garantir cette confiance. Un service public qui n'a pas la confiance de son public, il est condamné. Il est condamné. Et cette confiance, elle s'entretient. Bien sûr, par les programmes, je l'ai dit, mais elle s'entretient aussi par l'attitude. Elle s'entretient par la discussion. Elle s'entretient par l'ouverture. Vous avez des critiques, formulez-les. Vous avez des problèmes, dites-les. Et nous, on doit être capable de les entendre. Parfois, c'est constructif, parfois, c'est destructif. OK, on fait avec, c'est le boulot, c'est normal. Et moi, je pense que dans cette relation avec la population, surtout dans notre pays de démocratie directe, le pays de la Landsgemeinde, eh bien, si quelqu'un n'est pas d'accord, il doit pouvoir le dire, on doit pouvoir l'entendre, discuter de ça, puis lui dire parfois « Ok, t'as raison », ou bien « Non, t'as pas raison, et voilà pourquoi », et on continue. Mais la discussion doit être là. Et cette idée de la confiance, elle est de nouveau une idée très de service public. Et moi, je pense que le service public appartient à son public dans tous les sens du terme. Il appartient à son public sur le plan matériel, puisque finalement, nous sommes une association. Nous ne faisons pas de profit. Nous ne sommes pas là pour générer des revenus à des actionnaires. Nous sommes là pour réinvestir pour la population. Et puis en même temps, la propriété, elle est aussi un peu symbolique, elle est un peu intellectuelle. Pourquoi ce débat sur Nobilag a été tellement dur, invraisemblable, des tensions inouïes, des salles qui se tapaient dessus quasiment? Pourquoi? Parce que, au fond, la population suisse est propriétaire de chaque moment de ce service public. Et elle a envie d'en dire quelque chose, elle a envie d'en faire quelque chose. Elle est contente, elle n'est pas contente, elle veut donner son avis, c'est important. Vous voyez, j'ai dit une fois à une interview qui me disait « Mais au fond, est-ce que vous êtes surpris par cette espèce de déferlement inouï ?» Je dis « Bon, ok, c'est un déferlement, mais qu'est-ce que ce serait si c'était un encéphalogramme plat ? Qu'est-ce que ce serait si personne ne réagissait? Mais ce serait terrible. Alors oui, ce serait peut-être confortable pour quelques fonctionnaires ici ou là, mais écoutez, un service public doit être au cœur de la vie. Donc, il faut qu'il soit l'objet des passions, même si c'est dur à vivre. Et croyez-moi, on a eu notre dose.
Mais je préfère ça. Je préfère être, disons, exposé à tous les vents de la polémique plutôt que d'être dans une espèce de calme sidéral où finalement je m'endors paisiblement et je disparais et personne ne le remarque. Non, c'est pas ça le service public. Le service public, c'est la lutte. Bon, enfin, faut pas exagérer non plus. Mais... Alors, je finis, Alessio, rapidement, en vous disant que ces quelques idées-là, qui sont là pour guider l'activité, pour guider, au fond, l'avenir, eh bien, elles peuvent se mesurer quand même un peu. Alors moi, j'ai établi une petite cartographie pour se dire, mais au fond, est-ce qu'ils font bien leur boulot, ces braves gens, hein? Alors, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'on observe dans un service public pour voir s'il marche? Là aussi, ce sont des observations qui ne sont pas propres à la Suisse, que je pense retrouver à peu près partout en Europe. Je pense qu'on peut observer le service public dans 7 dimensions. Les 7 contributions à la société. Alors, première dimension, très simple, et particulièrement importante chez nous, est-ce que le service public contribue ou pas au bon fonctionnement de la démocratie? C'est-à-dire, est-ce qu'il permet aux citoyens de se faire une propre opinion sur les enjeux politiques qui le concernent? Alors vous imaginez, en Suisse, avec le nombre de votations que nous avons à tous les niveaux, communal, cantonal, fédéral, c'est très important que ça fonctionne bien, ça. Donc il faut observer ça. Il faut observer les émissions politiques, il faut observer la capacité à présenter les points de vue différents, il faut observer tout ça. Deuxième élément d'observation, qui est évidemment aussi tout à fait central dans un pays comme le nôtre, mais qui est partout important, est-ce que le service public contribue à se vivre ensemble? Est-ce qu'il est capable de rassembler de temps en temps? Pas tout le temps. Mais quand il y a un truc important, quand il y a un truc vraiment... ça peut être un truc dramatique ou un truc joyeux. Hein, vous voyez, quand il y a quelque chose qui touche un pays, est-ce que les gens sont capables de se retrouver sur les plateformes du service public ou pas? Si tel n'est pas le cas, il y a un problème. Encore une fois, je ne dis pas que ça doit être tout le temps, ça, mais de temps en temps, quand c'est important, il faut qu'on soit là et qu'on soit bien disponible. Troisième élément, c'est la production culturelle. La production culturelle n'est pas rentable. Il faut le dire franchement, en particulier dans les petits pays. Mais elle est importante. Pourquoi elle est importante? Parce que la production culturelle, elle permet à un pays de se raconter aussi, hein, de se raconter autrement qu'avec simplement l'information. L'information est utile, mais elle ne suffit pas à dire ce que nous sommes. Il faut faire des films, il faut proposer de la musique, il faut se raconter, il faut laisser de la place aux artistes, et ça, c'est du réinvestissement qui sert au fond à raconter cette culture que nous partageons. Et là, le service public doit être capable de prouver qu'il réinvestit, de manière concrète. Ensuite, il doit travailler à l'intégration. Comme je l'ai dit avant, l'intégration, ce n'est pas que celle des populations étrangères. L'intégration, c'est aussi dans les différentes catégories de la population qui sont, à un moment donné, là, dans ce pays dans lequel nous agissons. Comment peut-on leur parler mieux? Comment peut-on les intégrer à un destin collectif? On doit aussi mesurer la contribution du service public à la bascule numérique. Ce n'est pas seulement la production numérique, c'est la manière dont on l'explique, c'est la manière dont on accompagne les gens, c'est la manière dont on est capable, au fond, de décoder qu'est-ce qui se passe dans cette société numérique. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de la question des data, des données. Eh bien voilà, on doit être là, on doit expliquer si c'est dangereux, pas dangereux, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, etc., etc. Comment peut-on utiliser ça le mieux possible? C'est important. Le service public doit réinvestir dans son pays. L'essentiel de ses moyens doivent être réinvestis dans le pays, en termes d'achat, en termes d'équipement, en termes de réinvestissement, en termes de masse salariale, c'est très important, c'est essentiel. Nous sommes un agent économique, 1 franc de redevance, c'est 1,40 franc de valeur ajoutée en Suisse. Hein, c'est pas du tout anodin. C'est 6 000 emplois directs pour la SSR, 7 000 emplois indirects. C'est des centaines de millions d'investissements sur 10 ans qui sont prévus aujourd'hui au plan pour les immobiliers, pour l'infrastructure technique, pour le IT. Tout ça retourne dans l'économie du pays. Et il faut que le service public puisse être capable de montrer ça et de montrer sa contribution économique. C'est un agent économique aussi. Et puis enfin, un dernier élément qu'on a parfois tendance à oublier, mais que moi je trouve important. Tout ça, ça ne s'improvise pas sous les sabots d'un cheval, hein, comme on dit. Tout ça est l'objet de formation, tout ça est l'objet d'accompagnement. On met du temps à former des bons techniciens, on met du temps à former des bons journalistes, on met du temps à former des gens qui savent se comporter à l'antenne. Et je pense qu'on a une responsabilité là, en fait. On a la responsabilité de la relève. Vous savez, nos métiers sont en train d'évoluer d'une manière stupéfiante. En quelques années, les métiers techniques, par exemple, sont en train ils doivent acquérir de nouvelles compétences. Ils doivent mélanger les compétences. Les gens qui
à l'époque étaient réduits dans une activité très cloisonnée, sont aujourd'hui beaucoup plus transversaux. Et il faut qu'on accompagne ça. C'est pas si simple. C'est pas si simple d'organiser cette transmission dans une entreprise entre un savoir-faire historique important, précieux, et puis ce qui arrive demain, quoi. Parce qu'on doit aussi être compétent là. Alors, il faut mesurer le service public sur son investissement dans la formation, sur son investissement dans, finalement, l'amélioration de son outil et des compétences de celles et ceux qui l'observent. Et voilà, quand on regarde ça, vous voyez, quand on fait cet examen fin, quand on mesure ces 7 contributions, alors je crois qu'on peut avoir une bonne idée quand même et se dire, OK, ce service public, ça vaut la peine, ou bien, non, il y a un problème là. Et s'il y a un problème, on le traite. Voilà. Alors mon intention, et je termine ici, sous le regard insistant de mon ami Alessio, mon intention, si vous voulez, c'est, et vous avez vu, je n'ai presque pas parlé de Nobilag, c'est d'essayer, pour autant évidemment que nous obtenions un non, le 4, c'est d'essayer de conduire ce service public avec ses valeurs. Je reviendrai avec des choses plus précises, plus concrètes, en temps utile, bien sûr, ce ne sont pas que des mots. Mais je pense aussi que les projets concrets, ils doivent s'inscrire dans un cadre quand même, dans un cadre un peu réfléchi, un cadre un peu conceptuel. Alors voilà, ça c'est ma vision idéale peut-être du service public, mais je pense qu'un service public audiovisuel qui ne prend pas en compte ces différents éléments, il a un problème de légitimité existentielle. Voilà, merci pour votre attention en français.